C'est vrai que je connais Jean-Marc Benelli depuis longtemps. J'ai toujours été étonnée par le fait qu'au-delà de sa grande réussite professionnelle dans le monde de l'informatique, c'est un autodidacte qui est parti de rien. Et il pratique dans sa vie de tous les jours, comme au travail, une bienveillance sans borne. Il serait donc possible de réussir sans écraser les autres et pour le bien de tous. Comment mettre cela en œuvre? Va-t-il me livrer ses secrets? Jean-Marc Benelli est un ovni dans le monde de l'informatique. Sportif de haut niveau et autodidacte, il fonde sa première société à 27 ans. Cartonnant rapidement, il lance en parallèle une dizaine de startups florissantes. Il dirige aujourd'hui le groupe Bizen, où il pratique une politique sociale avant-gardiste. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christelle. Merci de nous recevoir dans vos bureaux. Je vous en prie, c'est un plaisir. On vous a choisi vous, en fait, parce que vous êtes un entrepreneur dit entrepreneur social qui pratique la bienformance. Qu'est-ce que c'est la bienformance? Alors la bienformance, c'est en fait trouver un équilibre entre la performance économique et la performance humaine. C'est-à-dire mettre l'humain au cœur du dispositif, mettre en place des dispositifs dans lesquels on va dire le consultant va pouvoir co-construire avec le management. C'est ce qu'on appelle mettre en place des dynamiques bottom-up. Bottom-up. Bottom-up, ouais, je sais. Il y a beaucoup d'acronymes, de néologismes dans notre secteur. En fait, l'idée, c'est que justement la direction, le management ne soit pas uniquement descendant et qu'on puisse effectivement permettre aux collaborateurs d'apporter aussi des idées, des propositions, et donc qu'elles fassent remonter ces propositions au management. C'est de la co-construction, en fait. Exactement. L'idée, c'est vraiment de coproduire avec les collaborateurs. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs au sein de l'entreprise, comme par exemple le comité innovation et technologie, qu'on a voulu justement co-construire avec les collaborateurs. Donc, l'idée, c'était de créer une roadmap de l'innovation avec eux. Une roadmap. Une roadmap, une feuille de route, enfin de partager, voilà, c'est toujours pareil, cette notion de partager la vision. C'est important le partage pour vous, c'est une philosophie de vie? C'est essentiel. Pour moi, le partage, c'est la transmission. Donc c'est de permettre aux collaborateurs de contribuer avec nous au résultat de l'entreprise. Donc je parlais effectivement de bienformance. Le partage, c'est aussi mettre de la bienveillance. Pour moi, c'est essentiel. Je trouve que c'est une valeur qui se perd de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Oui, au profit de la performance. Exactement, alors que finalement, ces deux indicateurs sont tout à fait compatibles. Et nous, c'est c'est un combat, parce que c'est pas simple de changer le mindset, donc l'état d'esprit dans le monde de l'entreprise. Et en plus d'intégrer cette nouvelle génération, qu'on appelle la génération des millenniums, qui arrive et qui nous font aussi bouger les lignes sur le plan managérial. Vous avez même eu le label Happy at Work. Alors qu'est-ce que c'est le label Happy at Work? Parce que c'est quand même sur 3300 entreprises, vous avez été deuxième. Exactement. Alors ça, on est très fiers de cela parce que c'est un marqueur très fort. Alors le principe déjà de ces enquêtes, donc déjà il faut effectivement souhaiter concourir, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais enfin comme vous l'avez dit, 3300 il y en a qui n'ont pas intérêt à concourir. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, et puis tout le monde ne fait pas partie du classement, mais en tout cas c'est effectivement aujourd'hui très suivi, notamment par cette nouvelle génération dont je parlais tout à l'heure. Donc l'idée c'est quoi? C'est de permettre aux salariés de l'entreprise de pouvoir évaluer finalement leur entreprise, donc leur management, à travers des enquêtes anonymes. Donc l'enquête Happy at Work est menée notamment par meilleurentreprise.com en partenariat avec les Échos. Et donc les salariés de l'entreprise vous évaluent selon un certain nombre de critères. Donc ça va être le salaire, la rémunération. Oui, ça peut être dangereux pour les ça peut être très dangereux. Certains entrepreneurs. C'est pour ça que je dis qu'effectivement, certains ne sont pas dans le classement et ne communiquent pas du tout sur ce classement. Et effectivement, pour nous, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter, je dirais, au marché aujourd'hui, de démontrer que finalement, ce qu'on met en place correspond aux attentes de nos collaborateurs, donc avec des taux de satisfaction assez révélateurs, par exemple, hier, on faisait une présentation à nos clients et on a 95% aujourd'hui de nos collaborateurs qui sont satisfaits de leur mission, de leur rémunération. 94% d'entre eux sont prêts à recommander l'entreprise, qui sont des taux effectivement énormes. Suffisamment rare, oui, pour le souligner. Oui. L'idée donc, ça serait qu'on va vers une nouvelle économie, qui est plus une économie du social. C'est ça, il faut que les entreprises se réinventent, il faut donc qu'on soit en capacité d'être dans des modèles un peu disruptifs.
Donc ça aussi, c'est encore un mot très, très, très à la mode, mais, Oui. mais il faut effectivement être capable de répondre, il faut que l'entreprise soit en capacité de s'adapter. Alors pas uniquement, parce que souvent on voit un petit peu, c'est un peu caricatural, des entreprises mettent un baby-foot en disant bah, c'est cool, ça y est, on est une boîte sympa et qui va permettre effectivement d'attirer ces talents. En fait, c'est beaucoup plus Il n'y a pas de complexe que cela. baby-foot chez vous? Il n'y a pas de baby-foot, non. Il n'y a pas de baby-foot, j'aurais pu en mettre un, ceci dit, mais c'est plutôt toujours pareil. C'est donner du sens pour eux, c'est déjà d'avoir une communication qui soit transparente, qui soit cohérente, qui réponde aussi effectivement à leurs attentes en termes d'évolution. Donc la notion de stimulation est un point essentiel. Par exemple, chez Bizen, on a mis en place la Bizen Learning Experience. Donc ça, c'est un projet vraiment hyper ambitieux qu'on a co-construit avec les collaborateurs, toujours dans le cadre du comité Innovation et Technologie. C'est quoi? Alors, en fait, la Business Learning Experience, c'était justement de répondre à un sujet qui est très important pour eux, c'est l'obsolescence des compétences. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui évolue très vite. Donc c'est de la formation? Exactement. De leur permettre d'être même en apprentissage continu. En fait, l'idée, c'est de leur mettre à disposition un certain nombre de canaux de formation qui vont leur permettre d'anticiper les signaux faibles. Informatique, en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils vont regarder sur des vidéos. Alors de tout, vous avez raison, c'est de la vidéo éducative, mais ça peut être également des... alors il y a beaucoup de nouveaux canaux de formation qui existent aujourd'hui, comme on appelle ça le blending learning. Donc, le blending learning, c'est mettre à disposition un certain nombre de moyens de formation. Donc ça peut être du e-learning, du call, effectivement de la visio, du présentiel. Mais aussi, là, effectivement, vous mettez l'accent sur les compétences techniques, c'est vrai que c'est essentiel, mais nous, on a voulu aussi s'attarder sur deux sujets qui nous paraissent être importants, c'est les soft skills Ouais. et les langues. Ouais. Donc, Soft skills. les soft skills, voilà, le savoir-être. D'accord. Donc moi, effectivement, je suis de formation RH et c'est un sujet sur lequel je trouve que les entreprises se penchent assez peu. Et notamment chez Bizen, il faut comprendre que quand les ingénieurs nous rejoignent, ils vont être amenés très rapidement à se retrouver dans une situation qui n'est pas une situation dans laquelle ils ont l'habitude de se retrouver, c'est d'être capable d'aller pitcher auprès d'un client, donc de se présenter auprès de nos clients et de les convaincre. Et on appelle ça l'art du pitch. Comment effectivement pitcher, se présenter et convaincre un client. Vous apprenez la force de conviction. Oui, en tout cas être capable déjà ne serait-ce que de verbaliser. Ouais. C'est-à-dire, très souvent les ingénieurs sont considérés souvent à tort comme des gens qui sont plutôt branchés dans leur ordinateur, qui ont du mal effectivement à communiquer. Donc ça évidemment c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais c'est quand même un exercice. Et donc nous on a décidé par exemple de travailler avec une start-up qui s'appelle Optel. Et, Ah oui, qui a les lunettes en 3D. Exactement, et qui ont décidé, eux, de prendre finalement la formation sur un angle différent. C'est ce qu'on appelle de la formation immersive. Cette envie de faire bouger les lignes, en fait, ça vous vient quand même de très loin. Vous avez commencé comme jeune sportif. Jusqu'à l'âge de 18 ans, vous étiez champion de tennis junior. C'est ça, j'ai un parcours un peu atypique. Ma première tranche de vie finalement alors professionnelle, puisque j'étais vraiment professionnel, ça a été effectivement le sport et plus particulièrement le tennis. Donc ça a été une période très, très importante pour moi parce qu'elle m'a vraiment structuré finalement mon parcours professionnel. Vous étiez à la Nick Bollettieri Academy, Exactement. Qui est une académie très prestigieuse de tennis aux Oui, États-Unis. Exactement. Alors c'était en plus le tout début de cette académie qui commençait à sortir des champions. À l'époque, c'était André Agassi, ça remonte à quelques années. Et effectivement, ça a été pour moi un parcours de vie incroyable parce que on arrive vraiment dans un contexte très très différent de celui qu'on connaît en France, avec un cadre de vie très très dur. C'est-à-dire, souvent je le dis, moi j'ai fait l'armée, je trouvais que l'armée c'était le Club Med à côté. C'était vraiment, on était vraiment soumis à une discipline de fer, mais en même temps ça nous apprenait effectivement que le sport de haut niveau nécessitait effectivement cette discipline. Le goût de l'effort du coup. Oui, le goût de l'effort, le respect effectivement de l'autre, le dépassement de soi, cette vie d'ascète qui est nécessaire pour atteindre le haut niveau, puis cette exigence. Et que vous appliquez à l'entreprise ensuite. Exactement. Moi, je fais beaucoup de métaphores sportives, donc je pense qu'on doit parfois en avoir un petit peu assez, mais je trouve qu'effectivement, on peut puiser dans le sport des valeurs qu'on peut tout à fait dupliquer dans le monde de l'entreprise. J'ai arrêté ma scolarité en première, donc je suis complètement autodidacte. J'ai juste suivi un parcours de formation au CNAM pour essayer de me donner quand même quelques bases dans le domaine des ressources humaines. Mais j'ai démarré effectivement assez jeune,
pour justement commencer à réfléchir sur comment générer de la relation interpersonnelle dans le monde des SS2I, comment mettre une activité recrutement qui n'existait pas vraiment dans le monde des SS2I, en tout cas qui n'était pas structurée comme telle. Vous étiez conseiller en recrutement, ensuite DRH. C'est cela, exactement. J'ai démarré en tant que consultant en recrutement, puis responsable du recrutement, puis DRH, dans des petites, moyennes et très grosses SS2I. Et puis très vite, j'ai compris que finalement, ce goût de l'entrepreneuriat était quelque chose que j'avais envie de transmettre aussi. Très vite, hein, parce qu'au bout de 6 mois, je crois qu'il y avait 2 collaborateurs qui vous proposent de partir. Oui, là effectivement, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. C'est effectivement à peine arrivé dans ma première boîte, j'ai 2 commerciaux confirmés qui me disent on veut monter notre boîte, rejoins-nous. Donc effectivement, je me suis dit tiens, allons-y. Bon, cette boîte finalement a capoté quelques mois plus tard parce que les associés ne se sont pas entendus. Donc je suis revenu voir mon patron de départ, avec qui gentiment, ouais, c'était pas simple, mais bon, j'ai gardé évidemment très bon contact avec lui et il m'a dit voilà, ça arrive. Donc l'échec, ça apprend. Exactement. Dans le sport notamment, je reviens sur dans le sport, souvent on dit que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus et c'est vrai. Donc là, j'ai appris. J'ai compris qu'il fallait quand même que j'apprenne le job et que avant de commencer à réfléchir à monter ma première boîte, il y avait encore quelques années d'expérience à acquérir. 5 ans après, vous montez votre première boîte à 27 ans. C'est ça. Je monte ma première boîte à 27 ans, dans un format là aussi atypique, puisque la boîte pour laquelle finalement j'avais travaillé, j'avais fait tout mon parcours, souhaitait que je continue à travailler pour elle. Donc je me trouvais dans un modèle assez original, où d'un côté je continuais à développer finalement une relation commerciale avec mon premier employeur, et en parallèle j'ai développé ma société. Après, vous n'avez pas arrêté de monter des boîtes, donc vous en avez monté 2 dans le domaine de l'informatique, mais une dizaine à côté dans des domaines très différents, marketing sportif, musique, restauration. C'est vrai. En fait, mais ça démontre bien que l'informatique est venue un peu par hasard. Hein. Je ne suis pas du tout dit de formation informatique, ni vraiment geek, même si je suis toujours intéressé par l'innovation. Mais finalement, c'est les relations humaines qui m'intéressent. Et donc, tous les projets dont vous avez parlé, moi, c'est ça qui me passionne. Ce sont les projets et les hommes ou les femmes qui portent les projets. Mais alors, tout ce que vous touchez, se transforme en or. C'est-à-dire que votre première boîte, au bout de 2 ans, roulait très bien. Au bout de 4 ans, cartonnait. Vous l'avez revendue à un gros groupe. Et là, en fait, vous avez commencé à réappliquer vos méthodes RH parce que vous êtes aperçu que dans les gros groupes, c'était complètement perdu tout ça. Ah oui, c'était terrible. Là vraiment, la bascule a été assez compliquée pour moi et mes équipes. Puisqu'on est arrivé effectivement dans un grand groupe où là, on s'est rendu compte qu'on était effectivement dans des modèles anciens, très cloisonnés. Portes fermées, des bureaux. Exactement, pas de bruit. Donc nous, effectivement, c'était vraiment... Et puis c'est assez étonnant dans ces grands groupes, des équipes un peu abandonnées. En se disant, de toute façon, on n'a pas le temps de gérer toutes ces équipes. Et donc, d'ailleurs, une de mes premières missions, ça a été justement de reprendre une agence dans le groupe qui était complètement délaissée, d'ailleurs générée... L'équipe web du groupe. Exactement, c'était l'équipe web du groupe. Et en l'espace d'1 an, cette agence est passée d'une perte assez abyssale à des résultats vraiment très intéressants. Oui, c'est ça, plus d'1 million de chiffre d'affaires très rapidement. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est important pour vous, l'optimisme, pour avancer dans cet entrepreneuriat social ? C'est essentiel. C'est essentiel. Moi, je discute beaucoup avec mes équipes. Et je vais l'illustrer par un point sur lequel je donne beaucoup d'importance. Très souvent, les collaborateurs, quand ils rencontrent une difficulté, viennent me voir ce que j'appelle en mode problème. C'est-à-dire, ils vont m'expliquer que ça ne marche pas. Bon, très bien. Et moi, systématiquement, donc maintenant ils le savent chez Bizen. Arriver en mode solution. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, c'est juste transformer, en fait. C'est vraiment, c'est une question de filtre. C'est de dire le problème existe. Encore une fois, on ne veut pas éluder le problème et dire qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt tout de suite de réfléchir et de se dire quelles sont les solutions que je peux trouver. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les solutions, ce ne sont pas les problèmes. Et on est plus performant. Exactement. Alors aujourd'hui, si vous deviez donner des conseils à vos enfants, vous avez 4 enfants, oui. Quels seraient-ils en fait pour réussir, pour avancer et pour aller vers ce côté social bienveillant dans l'entrepreneuriat ? En termes de transmission, évidemment, je pense que les valeurs du sport reviennent et donc tous mes enfants ont fait du sport. Je pense que ça c'est vraiment important qu'ils soient justement confrontés à des enfants de cultures différentes aussi, ça c'est important, de niveaux sociaux différents. Et qui se trouvent aussi dans des situations qui ne sont pas obligatoirement les leurs. Donc ça, pour moi, ça c'est très important. Et puis évidemment, ce que je vais leur transmettre, c'est le respect. Alors, pour moi, ça c'est essentiel. Se respecter soi-même déjà, mais respecter les autres.
Être aussi dans l'empathie, ça aussi c'est important, c'est-à-dire être aussi dans l'écoute. Ce qui est compliqué pour des enfants, parce qu'en général ils sont quand même assez égocentrés, c'est normal. Et moi je trouve que c'est aussi important qu'ils soient un petit peu ouverts à ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi j'essaie de les sensibiliser sur plein de sujets. Et s'ils voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat social, vous leur diriez de commencer par quoi? Déjà d'apprendre le job. Voilà, c'est-à-dire que avoir le goût du challenge, avoir envie d'entreprendre, c'est important, mais rien ne remplace encore une fois la pratique. C'est comme si je voulais être, je sais pas moi, vouloir faire un tournoi et sans vouloir passer par toutes les étapes qui vont me permettre d'être effectivement efficient dans ce que je veux faire. Là, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, juste sur ce point-là, je voulais dire une chose, c'est que donc j'ai effectivement 4 enfants, 3 garçons et une fille, et je travaille beaucoup sur ces sujets aussi autour de l'entrepreneuriat féminin. C'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez moins de 10% des startups qui sont créées par des femmes dans le monde, moins de 3% de CEO, donc de présidentes. Donc on sent que c'est un vrai sujet. Dans la tech, j'en parle pas, vous avez entre 20 et 25% de femmes dans la tech. Chez Bizen, 47% de nos consultants sont des femmes. 100% de nos management est féminin. Donc c'est assez rare pour le souligner. Et donc là aussi, j'ai décidé effectivement de m'associer avec une femme pour monter une structure qui s'appelle 50 in Tech, qui est en charge effectivement d'amener à terme 50% de femmes dans la tech et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc, et notamment, une des raisons pour lesquelles les femmes entreprennent moins, c'est, je pense, aussi lié à l'éducation. Et aux référents, aux référentiels qu'elles peuvent avoir de leurs parents, etc., etc. Et moi, ma fille, je ne cesse effectivement de lui dire qu'il faut quel que soit le choix qu'elle fera du travail qu'elle voudra et du métier qu'elle choisira, en tous les cas, avoir toujours cette idée de se dire est-ce que je serai en capacité d'entreprendre? Et cette capacité, je considère qu'elle l'a au même titre que n'importe quelle personne. Et donc, moi, chez Bizen, je prône aussi ce goût de l'entrepreneuriat et j'ai même mis en place, à travers ce qu'on appelait l'Innovation Factory, un programme d'intrapreneuriat, c'est-à-dire favoriser cette culture start-up auprès de mes propres collaborateurs pour leur permettre d'entreprendre. Merci Jean-Marc de nous avoir donné une leçon de coaching d'équipe. Merci Christelle. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. En attendant, think positive. Alors le super pouvoir que j'aimerais avoir pour sauver le monde, ce serait de pouvoir transmettre effectivement les valeurs que j'ai acquises tout au long de mon parcours professionnel auprès des jeunes. Et donc d'aller voir l'ensemble de ces jeunes et leur dire que c'est possible, qu'eux aussi peuvent réussir.